stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver après ce quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. L'Inter s'impose 2-1 à l'Allianz Arena et on va débriefer ça avec mon invité du jour, avec Nico. Comment ça va, Nico? Ça va et toi, Karim? Eh bien, écoute, nickel. Hein. Comment ça, tu te sens après cette première partie des quarts de finale où l'Inter s'en sort favorablement? Vraiment rassuré quand tu vois que pendant la phase de groupe, on devait vraiment serrer les dents sur chaque match et qu'ici, on s'en sort très bien à l'extérieur avec un score de 1-2. Franchement, très, très rassuré. Eh bien, écoute, on va revenir justement sur ce match-là. On va d'abord faire un débrief général du match. On reviendra sur les individualités et on terminera évidemment sur une petite prévision, si on peut appeler ça comme ça, sur le match retour qui va arriver avec des absents du côté de l'Inter qui, on espère, seront revenus. Du côté du Bayern, normalement, on ne devrait pas non plus avoir de changement majeur puisque les blessés comme Upamecano, Neuer ou Kingsley Coman, par exemple, seront normalement toujours absents sur ce match retour. Et on dira évidemment un petit mot quand même sur la course au Scudetto parce que on n'avait pas pu faire de podcast depuis la Radio Libre. Donc, ça nous permettra de donner un petit mot là-dessus. Donc, n'oubliez pas, pour les auditeurs, de bien vous abonner sur la chaîne YouTube et Spotify, de partager le podcast, que ce soit sur Instagram, sur Twitter et ailleurs. Et nous, on va commencer avec le débrief du match. Et comme vous en avez l'habitude pour les auditeurs, et enfin, plus pour les suiveurs qui sont là sur YouTube, je vous partage la petite fenêtre classique pour vous montrer la composition d'équipe. D'abord, on va commencer par le Bayern Munich qui recevait donc sur ce match aller avec Urbig dans les buts, à la place de Manuel Neuer, Leimer, Dyer, Kim, Stanisic à la défense, milieu de terrain, Goretzka, Kimmich, Sané ailier gauche, Olise ailier droit. La surprise que peu de personnes avaient vue, même qui était surprenante sur la composition affichée par l'UEFA, Guerrero au poste de numéro 10, et il a vraiment joué dans ce poste un peu de 9,5 numéro 10, derrière Harry Kane en numéro 9. L'Inter s'est présenté avec Sommer, Acerbi, Pavard et Bastoni, défense classique. Darmian a pris la place de Dumfries qui ne pouvait pas jouer. Milieu de terrain des plus classiques. Carlos Augusto a suppléé Di Marco qui ne pouvait pas débuter le match. Et la paire des plus classiques et traditionnels, Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Un petit mot quand même rapide sur les deux compositions d'équipe d'ailleurs, Nico. Voilà, la présence de Urbig du coup dans les buts du Bayern Munich, en sachant que par exemple leur gardien numéro 2, comme vous pouvez le voir, Daniel Peretz, était ici. Ulreich, si je me souviens bien, était indisponible. J'ai un doute s'il était blessé sur ce match, mais en tout cas, il n'était pas convoqué sur la feuille de match. Aussi cette présence de Guerrero en numéro 10 du côté du Bayern et du côté de l'Inter, même s'il y a un petit peu moins de surprise parce que c'est notamment dû aux blessures. Darmian titulaire et Carlos Augusto prend cette place. Voilà, sur les deux compositions d'équipe, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Nico? Côté Bayern, ils ont fait ce qu'il leur restait parce qu'ils ont quand même beaucoup de leurs titulaires qui sont absents. En plus, c'est quand même des top players qui sont absents, avec aussi Davis qui est très très important au niveau du couloir. Nous, de notre côté, nos couloirs aussi étaient absents. Quand on connaît notre système de jeu, on sait que les couloirs, ça fait partie d'une très grosse partie de l'animation offensive. Et on a quand même des joueurs qui font partie, pour moi, du top mondial à ces postes-là. Donc, pour moi, sur papier, on partait un peu favori en termes de composition d'équipe. Après, la différence, c'est que eux, ils ont un très très grand banc que nous, on n'a pas. Donc, à ce niveau-là, ça s'équilibre. Et ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de blessés du côté du Bayern. Vous pouvez le voir sur l'écran partagé. Et je pense que les trois absents majeurs vraiment de cette composition d'équipe, évidemment, on
Les autres sont aussi importants, mais Manuel Neuer, pour cette capacité à pouvoir jouer beaucoup plus haut, et nous aurait fait encore plus de mal. Je pense que le trio Davis, Upamecano, Neuer nous aurait fait beaucoup de mal parce que ça aurait permis au Bayern de jouer beaucoup plus haut et du coup de nous presser encore plus intensément, en sachant que on a quand même on a été en difficulté, surtout en première mi-temps, euh, en grande difficulté par moment face à ce pressing du Bayern Munich qui était quand même vraiment bien coordonné. Moi, je m'attendais à alors il y a eu des espaces, hein, il y a eu on a vu la passe laser de Barella, le but, et les situations un peu mal gérées côté Inter, mais moi je m'attendais quand même à un peu plus d'occasions pour nous côté Inter parce Ouais. que je me suis dit que d'ailleurs ça va beaucoup moins couvrir que ça. Urbig, même s'il a joué haut, c'est pas la même confiance dégagée qu'un Manuel Neuer. Stanisic peut pas te chercher aussi haut qu'un Davis, et surtout ne peut pas rattraper ses boulettes défensives par sa vitesse. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les trois absents Et moi, je qui mets en plus Moussa. ne seront pas là. Et Moussala aussi pour cette capacité technique, mais Moussala c'était plus je pense dans le dernier tiers qui nous aurait fait mal. Là c'est vraiment dès le pressing, même dans notre phase de possession à nous, ces trois joueurs-là que je nommais, c'est vraiment ceux-là qui auraient pu nous donner encore plus de difficultés sur le pressing, comme on l'a vu et comme je l'avais déjà dit, on a eu déjà pas mal de difficultés sur ça. Pour revenir un peu aussi sur le match en lui-même, Nico, j'en parlais, cette phase de pressing du Bayern, qui était quand même aussi bien coordonnée, et surtout les grosses occasions de la première mi-temps, Harry Kane, Olysée, des frappes déviées, des frappes repoussées, des frappes arrêtées par Sommer, le poteau d'Harry Kane qui était pas loin, et quelques minutes après, le but de Lautaro Martinez qui arrive juste après. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de cette première mi-temps du côté de l'Inter? On savait que quand tu vas à l'Allianz Arena, et on parlera de la statistique juste après, généralement, tu vas pas en fauteuil et tu vas pas en claquette. Mais l'Inter, est-ce que déjà pour toi, l'Inter, c'est le match où elle s'est fait le plus bousculer sur ce début de saison en Ligue des Champions? Et est-ce que tu t'attendais vraiment à cette première mi-temps de la part des deux équipes? Pour la première mi-temps, je trouve que si on prend la mi-temps dans sa globalité, bah, le rapport de force il est plus ou moins équitable. Ils ont des grosses occasions, mais nous, on a aussi des occasions très intéressantes. Il y a des situations qui ont été un peu mal gérées quand, par exemple, Lautaro se retrouve face à Kim et qu'il glisse. Ça pouvait être aussi une occasion de but. C'est vraiment en deuxième mi-temps qu'on voit au moins une grosse différence. Après, le score aussi joué en faveur de la physionomie du match. Donc, pour vraiment parler de la première mi-temps, pour moi, c'est équilibré. On voit que l'Inter a voulu jouer très bas pour essayer d'étirer au maximum le bloc du Bayern, pour essayer de prendre aussi de temps en temps sur des longs ballons. On a vu que Barella, il était vraiment partout. J'ai trouvé aussi que Lautaro avait mis beaucoup plus aussi d'intensité au niveau du travail au milieu de terrain. Il redescendait encore plus bas que d'habitude. Il n'hésitait pas à se jeter pour défendre. Dans le contrôle du jeu, il a vraiment beaucoup servi. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais Kimmich, ça se voyait surtout en première mi-temps, il faisait un marquage individuel sur Barella. Il le suivait sur tous les compartiments du terrain, même quand Barella venait chercher le ballon au point de pénalty pour faire le jeu, Kimmich le suivait. Et je pense que le fait que Lautaro vienne toujours décrocher, ça a permis un peu de relâcher le marquage sur Barella. Et donc, Barella a pu créer de très belles situations avec ses ouvertures, avec ses transitions offensives. Donc en première mi-temps, je dirais franchement c'est quasi du 50-50 parce que le Bayern est dangereux mais n'arrive pas à la concrétiser. Et nous, sur une occasion très belle mais qu'on a l'habitude de voir depuis l'Inter d'Inzaghi, on arrive à tuer le Bayern en première mi-temps. Et d'ailleurs, tu parlais on va pas trop spoiler quand même sur Barella parce qu'on va évidemment revenir sur l'individualité, mais moi, je veux revenir sur ces séquences-là. On a vu en première mi-temps euh, de, de transition rapide où vraiment on a l'occasion, donc on a la situation de Lautaro Martinez. Bon, c'est vrai que il s'en mêle un peu beaucoup les pinceaux sur cette situation, mais Barella qui fait une passe franchement qui est réelle sur le direct. Moi, tu as l'impression qu'il y a hors-jeu, tu te dis mais il y a hors-jeu, il y a faute. Enfin, dire comment ça se fait que Lautaro peut être dans une situation aussi privilégiée
par rapport à ça. Et bon, ça a été aussi fait parce que la défense centrale du Bayern n'a pas été non plus des plus alignés et des meilleurs. Et d'ailleurs, ça a continué sur la deuxième mi-temps avec le but, hein, Nico, où en même temps, tu as Eric. Non, je crois que c'est Eric d'ailleurs qui couvre Carlos Augusto. Mais en plus de ça, Sacha Boey qui, au lieu de suivre Carlos Augusto, va faire une sorte de contre-pressing un peu de dernière minute sur Nicolo Barella qui était sûr déjà d'avoir le ballon bien avant Sacha Boey. Donc, il y a eu des incompréhensions dans la défense du Bayern qui nous a profité. Mais voilà, il y a eu vraiment cette volonté d'avoir la possession, parce que l'Inter a eu la possession sur la première mi-temps, Nico, et ça avait déjà surpris les commentateurs de Canal en premier et nous aussi par la suite, parce qu'on s'attendait, et puis je pense même les spectateurs neutres juste après, parce qu'on s'attendait à ce que le Bayern domine. Mais il y a eu ces phases de possession du côté de l'Inter, et ce que j'ai aimé, et ça aussi, Nico, c'est pour ça que dans le recrutement des prochaines années, c'est toujours moi un critère que je mets toujours en avant quand je parle de recruter un joueur dans l'Inter de Simone Inzaghi, c'est le niveau de qualité technique au-delà, supérieur à la moyenne, mais c'est même pas juste supérieur à la moyenne, c'est vraiment être dans le 10% des joueurs entre guillemets fiables techniquement, pas besoin entre guillemets d'avoir une technique, on va dire Joga Bonito ou tu vois une technique très fantasque. Là, on a eu des joueurs qui avaient une technique sûre pour la plupart d'entre eux, parce qu'on on a eu deux, trois relances de Darmian qui, au début, faisaient un petit peu peur sur la première mi-temps, mais Mkhitaryan, c'est sûr techniquement, Barella, évidemment, Çalhanoğlu aussi, Bastoni aussi sur ce point-là. Et du coup, Nico, ça a permis, sur ces ressorties de balles, de pouvoir aller chercher les attaquants en première intention, avec la qualité technique aussi des attaquants pour garder le ballon. Le nombre de fois que Marcus Thuram ou encore plus Lautaro Martinez ont gardé les ballons pour permettre au bloc de remonter, pour ensuite accompagner les attaques. Ça aussi, Nico, c'est euh, une, une qualité qui commence un petit peu à se développer du côté de l'Inter, c'est cette quand même capacité en possession, face à déjà tenir la possession face à des grosses équipes, ce qui n'était pas le cas quand même il y a quelques temps, et surtout cette capacité à ressortir le ballon et cette capacité à savoir utiliser le ballon quand on l'a, où généralement l'Inter, aussi d'Inzaghi, même si c'était encore plus marqué sous Conte, était vraiment une équipe de transition qui aimait bien se projeter comme ça. Ça, c'est une nouvelle flèche qui peut être ajoutée à l'arsenal d'Inzaghi aussi, et c'est une chose qui est importante pour une équipe qui se veut dominante sur sa scène nationale, Nico. Oui, oui. En fait, ça permet pour moi de casser le contre-pressing et le pressing adverse. On sait bien qu'on est dans une période où les entraîneurs poussent à mort sur tout ce qui est contre-pressing. Donc, ils viennent nous chercher dans notre camp. Ils espèrent qu'on perd le ballon assez rapidement et eux partent en contre. Mais l'avantage que l'on a, c'est vraiment d'avoir dans chaque position du terrain un joueur capable de combiner assez rapidement. On voit que c'est quand même des joueurs, au-delà de la technique, ils ont un QI foot plus élevé que la moyenne aussi. Parce que pour être capable de jouer dans toutes les positions qu'Inzaghi demande, un joueur lambda n'en est pas capable. Le fait aussi de beaucoup changer les positions des joueurs, ça permet que quand un joueur se retrouve dans une position pas prévue en cours de match sur le terrain, il sait toujours quoi faire. Et du coup, l'animation, elle est toujours assez fluide. Et donc, ça nous permet de faire des contres et des transitions offensives très très rapides. Et comme tu le dis, ben, le recrutement de l'Inter, la plupart du temps, est quand même basé sur ça. Après, par exemple, Fratesi, pour moi, n'a pas cette qualité-là. On le voit, ce joueur-là, quand il rentre, il touche très peu le ballon. Il participe beaucoup au mouvement de l'équipe, mais il ne participe pas au jeu de l'équipe. Il ne prend pas le jeu à son compte. Il va venir faire les déplacements, venir en seconde ligne, presser de marquer. Il va courir, presser et tout, mais balle au pied, il n'a pas ce que Inzaghi demande. Et Aslani, lui, par exemple, n'a pas, je pense pour moi, encore à l'heure actuelle, même s'il a des qualités, la mentalité pour pouvoir jouer sous pression comme Inzaghi le demande. Hier, 2-3 situations qui se passent. Les joueurs, ils sont enfermés, je pense, à 2 ou à 3 sur 5 mètres carrés. Et ils combinent et ça repart. Et même Thuram qui décroche, alors que Thuram, à son arrivée chez nous, il n'était pas aussi fin techniquement. Il arrive à prendre le jeu, à son compte aussi et participer à la construction. Et par exemple, le premier but, combien de joueurs à la place de Thuram auraient tenté de frapper au lieu de faire une remise
derrière pour Lautaro, parce qu'il connaît parfaitement Lautaro, il sait qu'il va arriver dans cette position-là, mais il lui met un ballon qui rebondit quasi pas, il est quasi à plat le ballon. Il sent le jeu, il connaît le déplacement des défenseurs adverses. C'est aussi une question de relation entre la technique et le QI foot. Donc, je pense que c'est ça qui permet à l'Inter de s'en sortir malgré des moyens très, très faibles. Par rapport, on va prendre le budget du Bayern contre qui on a affronté, ou dans les phases, je vais appeler ça une phase de poule, enfin, j'appelle ça toujours comme ça. On a quand même joué Arsenal qui a un budget de Première Ligue, City, on n'en parle plus. On arrive à rivaliser avec ces équipes-là parce que le recrutement est basé sur le système. S'il y a encore 2-3, même s'il y a 2-3 ratés, mais un recrutement parfait à 100%, ça n'existe pas. Mais c'est, comme tu le dis, le critère premier qui permet d'avoir une équipe ultra compétitive malgré des moyens ultra limités. Et c'est vrai qu'il y a voilà, ces joueurs-là qui, comme Fratesi, Aslani, dans des styles différents, dans des performances assez différentes, qui pour le moment ne correspondent pas, même si Fratesi, moi j'ai toujours entre guillemets l'espoir de me dire qu'il peut passer le cap technique et que si Inzaghi a pu transformer tant de milieux de terrain sur cet aspect technique, je vois pas pourquoi Fratesi pourrait faire exception si il reste à l'Inter la saison prochaine, et c'est un grand si. Euh, un autre point aussi que je voulais noter, c'est notamment le travail des côtés. Alors, ça va être un peu compliqué d'en parler sans trop aller sur les individualités qu'on va sûrement évoquer par la suite, mais on jouait pas avec les pistons titulaires enfin, hier soir, Nico. Euh, et on a quand même eu cette possibilité de pouvoir faire la différence sur les côtés, parce que les deux buts viennent des côtés. Carlos Augusto qui centre pour Thuram pour Lautaro, Carlos Augusto qui centre sur Fratesi pour le but. Donc en plus, c'est le Brésilien qui est impliqué sur les deux buts. Alors, il a été un petit peu plus malmené par Michael Olise, notamment sur la première mi-temps et un petit peu aussi par la suite. Mais mine de rien, ce qu'il a, entre guillemets, ce qu'on a perdu défensivement, on a pu le retrouver offensivement, notamment avec l'apport décisif qu'il a eu, même si, bon, ça aurait pu nous être fatal sur l'occasion d'Harry Kane. Sur le côté droit d'Armian, je trouve que même si le match de Darmian n'est pas dans les meilleurs matchs de la soirée, par rapport à Sané, j'ai pas une occasion claire venant du côté gauche, spécialement, surtout en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, il y a eu un petit peu plus de bougeotte, on va dire, mais en première mi-temps, il n'y avait pas eu spécialement de remue-ménage fait par Leroy Sané sur ce côté-là. À l'approche du match, toi, tu le sentais comment un peu? Di Marco qui pouvait pas débuter, Dumfries qui était blessé et qui ne reviendra que pour le retour. Est-ce que est-ce que voilà un peu tout ce chamboule tout un peu sur les côtés, ça pouvait t'inquiéter, Nico? Oui, parce que pour moi, il y a vraiment une Inter sans Di Marco et Dumfries et une avec. Et surtout offensivement. En plus, les derniers matchs de Augusto, j'avais été un peu déçu parce que je trouvais que techniquement, il redevenait un peu brouillon, même s'il compensait toujours avec son activité. Mais toujours à l'approche des matchs comme ça contre les grandes équipes, j'ai toujours une crainte. Darmian, j'avais entre guillemets aucune attente parce que le joueur, on le connaît par cœur. On sait que c'est pas un joueur assez rapide, technique, mais pour moi, c'est un des joueurs avec le QI foot le plus élevé de l'équipe parce que peu importe où on le met sur le terrain, il fait son travail. Il est rarement pris défensivement par un joueur. Tu parlais de Sané. On va parler d'autres matchs. Quand il y avait Kvara, j'ai jamais vu Darmian se faire tuer par Kvara, par Leao, par Mané. On peut lui mettre n'importe qui dans son couloir. Il a tellement une intelligence foot et un placement, des interventions intelligentes. Il connaît le foot par cœur. Pour moi, c'est même un futur entraîneur, j'en suis persuadé. Il est beaucoup trop intelligent. Donc, je savais que défensivement, ça allait aller. Offensivement, on sait qu'il est capable de faire 2-3 appels dans le match. Après, il est vieillissant, donc bien sûr, il ne peut pas tenir un match complet en faisant des allers-retours comme Dumfries le fait. Mais offensivement, j'avais des craintes. Et en fin de compte, Augusto, pour moi, c'est un peu entre guillemets révélé parce qu'il était beaucoup plus juste techniquement
qu'il l'a habituellement. J'ai été agréablement surpris, même si c'est pas encore du niveau de Di Marco. Je sais pas si ça sera un jour parce que c'est pas le même type de joueur, mais j'ai été agréablement surpris alors que offensivement, je m'attendais à rien avec des couleurs pareilles. C'est ce qui me faisait bien peur parce qu'on connaît l'importance dans le système de jeu de Inzaghi. Et pour revenir aussi un peu pour continuer sur les côtés avant de faire une petite transition, et on va parler bientôt des individualités, on va même un petit mot sur le Bayern Munich aussi. Il y a un secteur que moi j'ai envie quand même de, de mettre en avant sur la Ligue des Champions, et j'ai presque envie de dire surtout sur la Ligue des Champions, parce qu'en championnat, peut-être qu'il est un petit peu moins compétitif, c'est la défense, Nico. Troisième but seulement encaissé par l'Inter sur toute la Ligue des Champions. Euh, Celui dans le jeu, donc face à Mukiele contre le Bayer Leverkusen. Celui contre Feyenoord sur penalty, sur une faute bête d'ailleurs. Et du coup, le but aussi de Thomas Müller sur la passe de Konrad Laimer. L'Inter est évidemment la meilleure défense championnat, de la Ligue des Champions plutôt. Et c'est vrai que bon, c'est quand même quelque chose que je voulais relever sur ce débrief, Nico, parce que le Bayern, on l'a vu, hein, il y a eu pas mal de frappes. Si je peux retrouver sur la statistique, le Bayern a tiré 20 fois au but pour 7 tirs cadrés avec 2,3 d'expected goals, et la première mi-temps notamment. C'est là, si on peut faire un petit zoom, c'est là où, même si les XG sont pas très révélateurs, mine de rien, c'est là où il y a eu vraiment les grosses occasions avec notamment la frappe plutôt de Harry Kane. Beaucoup de situations très mal gérées, que ce soit de la part d'Olise, de Leroy Sané ou de Rafael Guerreiro, qui n'ont pas été très, on va dire, pas cliniques évidemment, mais même pas en réussite dans l'avant-dernier geste de leurs actions. Et la défense, mine de rien, Nico, il faut en parler parce que voilà, aussi peu de buts encaissés, une grande solidité, c'est vraiment, on en parle souvent, nous, en tant que suiveurs de l'Inter, et même en dehors des suiveurs de l'Inter, se taper l'Inter en Ligue des Champions quand tu vois un peu le bilan défensif qu'affiche cette équipe et la difficulté qu'il faut pour leur marquer un but, ça, ça en devient exceptionnel, de toute façon, Nico, parce on voit la solidité de l'Inter sur toute la phase allée, contre Feyenoord, même contre le Bayern Munich, parce que même des matchs contre le Bayern en quart de finale ou même en phase d'élimination directe, on a déjà vu le Bayern faire des cartons, notamment à l'Allianz Arena, des 5, 6, 7 buts qui étaient déjà passés, notamment à Salzbourg. C'est vraiment la force première sur laquelle l'Inter doit se baser pour toi pour aller au bout de cette Ligue des Champions. C'est d'abord cette solidité défensive et ensuite, et on en reparlera quand on parlera des individualités, si possible, maintenir aussi cet aspect clinique aussi dans l'efficacité comme Inter l'a eu contre le Bayern hier. Je pense que oui, avec notre jeu, c'est ultra important la défense. Et c'est pas un hasard parce que on voit comment l'équipe travaille. C'est vraiment un travail. C'est les 11 joueurs qui défendent. Je parlais tout à l'heure de Lautaro qui venait faire des efforts défensifs. On l'a vu 2-3 fois hier tacler au niveau de notre rectangle. C'est tellement important et je pense que ça joue psychologiquement dans l'état d'esprit des équipes adverses, que tu sais qu'en face, tu auras une équipe où tu vas devoir faire plus que d'habitude pour marquer. Je pense que ça joue en notre faveur parce que les équipes doivent un peu plus se découvrir, doivent apporter plus de choses, plus se fatiguer. Et en fait, on voit qu'on est une équipe en Champions League capable de souffrir, alors qu'habituellement, quand on a assez regardé le match de l'équipe, habituellement, une demi-occasion, c'était but. Et là, ici, ça fait quand même quelques saisons où on arrive vraiment à tenir quand on subit, parce que hier, en deuxième mi-temps, on a vraiment subi beaucoup. Et c'est au moment des changements, et pour moi, Bissek qui fait une très mauvaise entrée, qui, lui, n'est pas rentré dans le match en étant dans le même état d'esprit que le reste de l'équipe, a fait une erreur et on l'a payé cash. Mais hier, on a eu la réussite grâce au poteau. Mais collectivement, franchement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent dire que défensivement, l'Inter, hier, a fait un mauvais match.
Et on a fait le même match contre City, on a fait les mêmes matchs contre Arsenal. Donc on a joué contre plein d'équipes diverses avec des joueurs divers, des équipes qui étaient complètes, des équipes comme hier où il manque franchement, Musiala, comme je le disais tout à l'heure, pour moi est leur joueur le plus important parce qu'il pèse sur une défense, parce que c'est un joueur assez imprévisible. Et il fait partie de cette nouvelle génération des joueurs qui courent pour moi un jour peut-être approcher le Ballon d'Or. Donc, non, on arrive à prouver de match en match que notre défense nous permet de passer des tours, même quand nos joueurs sont mauvais offensivement. Hier, on a eu de la réussite en côté offensif et défensif, donc on va pas s'en plaindre. Ouais, on va pas s'en plaindre. Et d'ailleurs, un tout petit mot avant de passer aux individualités, Nico, sur la prestation du Bayern Munich. Comment tu les as trouvées en prenant en compte les circonstances du match, l'adversité aussi en face? Je les ai trouvés, en termes d'activité, je les ai trouvés très forts. Ils pressent constamment. Ils cherchent à être constamment dans notre camp. C'est rare quand on a eu des périodes de longue possession autour de leur rectangle. Ils ont quand même, malgré toutes les absences, des très bonnes individualités. Non, moi je les ai trouvés très bons, mais ils n'ont pas été cliniques. Là où habituellement, nous on était habitués à tomber contre des équipes, par exemple comme l'Atlético Madrid l'année dernière, où on est éliminé parce qu'eux sont cliniques et nous on rate une tonne d'occasions. Mais là, la situation s'est inversée. Et s'ils avaient eu notre côté tueur d'hier, ça aurait été un autre match. Donc, ils ont une très bonne équipe. Après, encore une fois, c'est difficile de juger le vrai niveau du Bayern parce qu'hier, ils ont une tonne d'absents. Mais non, franchement, c'était une très bonne équipe. Et justement, c'est encore mieux d'avoir affronté ce genre d'équipe parce que la victoire, elle est encore plus belle et elle a encore plus de mérite et les enseignements sont plus forts. Et moi, je souligne aussi un point, c'est que je salue, on va pas dire l'audace quand même, mais je salue en tout cas le courage qu'a eu Compagnie de garder son pressing haut et intense, malgré qu'il n'ait pas le fameux trio Neuer, Upamecano, Davies, parce que pressé à 40 mètres, 45 mètres de ton but avec Urbik, Dyer et Stanisic, c'était pas non plus la chose la plus évidente. Beaucoup de coachs auraient pu se dire, bon, on va redescendre un petit peu la ligne de pressing, on va presser, mais on va choisir nos phases de pressing. Eux, ils y sont allés comme s'ils avaient leur titulaire. Ça a raté, mine de rien, parce que tu as pris 2 buts sur ces transitions, sur des transitions comme ça, euh, parce que ton rentrant, Sacha Boey, sort mal, parce que Eric Dyer couvre le hors-jeu, parce que Carlos Augusto est laissé quand même à une distance, a le temps quand même de travailler un bon centre, parce que Marcus Thuram te retrouve seul. Donc, il y a eu ces erreurs-là. D'ailleurs, Kim, qui pour moi n'a pas fait un bon match, même s'il y a 2-3 interventions, il y a le carton jaune en plus qui prend assez tôt sur Lautaro. Mais globalement, c'était celui qui devait un peu tenir en patron cette défense. Et c'est, pour moi, il fait quand même, c'est pas le pire match du Bayern, mais il est clairement pas dans les meilleurs de cette équipe. Et puis c'est que, comme tu l'as dit, hein, Guerrero en numéro 10, c'est pas Musiala en numéro 10. Et même s'il y a 2-3 trucs intéressants de Guerrero, clairement, moi, j'ai pas compris le move de le faire jouer en numéro 10. Je comprends pourquoi Olise est resté sur un côté et la première mi-temps donne raison à compagnie. Mais je pense qu'il y avait un truc à faire, peut-être replacer Sané en numéro 10 parce que je trouve qu'il a toujours eu des meilleures prestations à l'intérieur du jeu plutôt que sur un côté, quitte à faire jouer Gnabry ou autre. Je ne sais pas comment il aurait pu s'organiser, mais cette histoire de Rafael Guerrero, certes, à un moment donné, ça a un peu décontenancé l'Inter, mais sur la deuxième mi-temps, moi, j'ai pas trouvé Guerrero beaucoup plus surdominant que ça. Donc voilà, il y a eu 2-3 trucs, je pense, qui auraient pu être mieux gérés du côté du Bayern. On va passer du coup aux individualités, Nico. On va en faire 2 chacune à peu près. Peut-être qu'on se mettra d'accord sur la cinquième. Donc, je te laisse commencer. On affichera les statistiques du match de la personne. Plutôt, de qui veux-tu parler lors Voilà. de ce match? Pour moi, la plus évidente pour moi, c'est Barella. Et il a fait un match incroyable. Il a été vraiment partout dans l'activité.
balle au pied. Il a été impressionnant. Il a un leadership. On pourrait croire limite que c'est lui le capitaine. Il a fait 2-3 ouvertures. J'ai une ouverture en tête qui fait pour, je pense, Bastoni. Il est à 40 mètres. Puis on va reparler de l'autre ouverture qui fait à Lautaro où Lautaro glisse. Sous pression, malgré Kimmich, il le colle tout le match. J'ai l'impression qu'il l'a mis dans sa poche. Et franchement, il fait un match. C'est parce qu'il n'apparaît pas sur le tableau des buteurs, mais il fait un match aussi quasi parfait. Et comment Et le spectateur lambda qui regarde jamais l'Inter et qui regarde le match hier et il voit Barella jouer, il se dit que ce milieu de terrain, c'est pas normal qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas plus que ça, parce que nous on a habitué à ce genre de prestations, même si je suis encore impressionné, mais on est habitué, on sait le niveau qu'il a, mais on sait qu'il n'a pas une cote de popularité impressionnante quand on prend par exemple un Pedri, mais le match qu'il fait hier, je vois très peu de milieu de terrain cette saison qui ont fait ce match-là. Oui, je suis d'accord sur Barella. Barella, ça me fait penser, on va très certainement peut-être l'évoquer, peut-être que je vais l'évoquer juste après, Nico, ça me fait un peu penser à Bastoni, donc je ne spoilerai pas trop. T'es surpris par la performance, enfin, t'es surpris. Tu admires la performance du joueur en te disant que bon, nous on connaît, on a l'habitude de voir ça en Serie A ou en Ligue des Champions, mais il y a quand même un peu toujours ce côté un peu impressionnant de dire il l'a refait et tu as même l'impression qu'à chaque fois sa prestation, parce que là c'est top 3 de ses meilleures prestations en carrière et en Ligue des Champions, et à chaque fois, moi quand je vois ces gros matchs de Barret, tu dis il a encore fait mieux que la fois précédente, c'est-à-dire qu'il a encore fait mieux que City, où il avait encore fait mieux que Benfica, où il avait déjà encore fait mieux que le Barça. Il y a toujours un peu ce truc où, allez, un adversaire encore plus gros, ou à équivalence avec City, parce que quand on avait affronté City en début de saison, c'était un City quand même plus reluisant que ce qu'on voit sur les derniers mois. Mais là, contre le Bayern, quart de finale de Ligue des Champions, il te repond ce genre de match. Là, donc, moi, c'est là où Barella m'impressionne aussi, même si, après, sur le côté, parce que j'avais vu sous côté ou autre, bah, vu qu'on sait qu'aujourd'hui, le football est davantage un peu le football des jeunes, le football des U23, entre guillemets, c'est pour ça aussi qu'on met plus en avant des Moussiala, des Pedri qui ont moins de 23 ans. Bah, là, il a 28 ans. C'est entre guillemets, un baronnier de la Serie A qui est là depuis un petit moment. On a l'habitude de le voir, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas cette hype. Et globalement, regardez, hein, sur quel joueur de plus de 25 ans on se hype vraiment, ou vraiment, entre guillemets, on en fait des caisses chaque semaine, au-delà des jeunes joueurs de moins de 25 ans. De rien, il n'y en a pas beaucoup. Et encore plus d'ailleurs chez les milieux de terrain, et encore plus chez les défenseurs centraux. Donc, moi, Barella, on sait ce qu'il vaut. Ceux qui suivent le football régulièrement savent très bien ce qu'il vaut, savent très bien où le placer dans la liste des meilleurs milieux cette saison, ou dans la liste des meilleurs milieux sur les dernières saisons de football en Europe. Donc, Barella, clairement, une autre masterclass. Écoute, je vais faire un petit peu un petit ping-pong avec toi en parlant quand même de Carlos Augusto. Parce que Carlos Augusto, moi, son année 2025 m'impressionne. Il avait ce côté défensif où c'était vraiment un joueur solide défensivement et c'est pour ça que c'était un très bon complément à Di Marco. Et je trouve que cette année 2025 lui a donné cette capacité à pouvoir s'ouvrir offensivement, déployer son football défensif comme de ce qu'on avait vu à Monza. Et vraiment, moi, c'est vraiment ce format un peu, cette forme de Carlos Augusto que j'aime beaucoup. C'est vraiment le joueur fiable défensivement qu'on a connu à l'Inter, mais en même temps le joueur efficace offensivement qu'on a connu à Monza. Et c'est vraiment ce mix qui fait que Carlos Augusto, moi, c'est ce que j'en parlais un peu avec des membres de la team Bene Amata en privé, c'est que si c'est pas Di Marco et que tu mets pas entre guillemets un Davis ou autre, mais c'est qu'on si on a juste un bon latéral gauche à l'Inter hors Di Marco, pour moi Carlos Augusto l'aurait déjà sauté et aurait été le titulaire de cette équipe. Et entre guillemets, si tu me dis Carlos Augusto sans Di Marco est titulaire de cette équipe,
sur ce qu'il fait en 2025, c'est clairement pas choquant et c'est clairement pas un scandale parce qu'on est vraiment sur un joueur qui monte en puissance, qui est de plus en plus en confiance, qui peut dépanner à plusieurs postes. Ça avait même pensé à lui pour le faire jouer au poste de piston droit si Di Marco pouvait jouer titulaire. Donc vraiment, c'est un joueur qui dépanne. Et moi, quand je pense joueurs de sortie de banc qui sont fiables et qui apportent, c'est le prototype Carlos Augusto. Entre guillemets, il nous faudrait des Carlos Augusto partout sur le terrain, à tous les postes en remplaçant. Euh, et clairement, on parlerait plus du tout de ses problèmes de banc parce que c'est un joueur qui, même quand il a eu des périodes de moins bien, il a quand même maintenu un certain niveau et ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup sur Carlos Augusto. Et vu qu'il a fait, bon là, il a qu'une seule passe décisive, mais moi j'en compte deux, entre guillemets, avec celle sur le premier, l'avant-dernière passe pour Marcus Thuram. C'était entre guillemets le soir, quart de finale de Ligue des Champions, pour lui rendre hommage, Nico. Oui, oui, non, c'est vrai. À part comme je te disais tout à l'heure, ces dernières semaines, je le trouvais un peu plus brouillon balle au pied. Mais dans l'activité, c'est un joueur, tu peux rien lui dire. Il se bat tout le temps, tu le fais rentrer à n'importe quel moment du match, il va se donner, il essaye d'apporter. C'est aussi le joueur que quand Di Marco sort, il arrive à pas trop réduire à faire baisser la qualité. Non, franchement, comme tu dis, si on pouvait l'avoir à chaque poste, ce type de joueur, pour moi, c'est des soldats, ces joueurs-là. Tu les entends jamais parler, jamais se plaindre, tu les fais rentrer à n'importe quel moment du match, n'importe quelle position, ils vont se battre, ils vont donner le maximum. Et Et je pense que tous les entraîneurs rêvent d'avoir une dizaine de joueurs comme ça dans l'équipe. Et en plus, il entre dans la force de l'âge, donc j'espère que j'espère déjà qu'il restera plusieurs années. Nico, le prochain joueur dont tu voudrais parler Ben, pour ce moi, Bayern Inter? je vais rester toujours offensif. Je parlais Lautaro. Le match qu'il fait hier, on parle d'un joueur qui a été ici absent depuis un petit temps parce qu'il était blessé. Donc, il n'a pas son rythme habituel. On sait bien que sa première partie de saison était compliquée. Mais le match qu'il fait hier, il est presque parfait. Franchement, à part son face-à-face avec Kim, il a rien raté. De la conservation du ballon au milieu de terrain, enfermé entre trois joueurs, soit il gardait le ballon, soit ça faisait faute sur lui. Les retours défensifs, il a fait 2-3 ouvertures de balles qui ont permis à faire de belles transitions. Son but, la finition, elle est parfaite. Non, franchement, c'est le genre de joueur que quand ils font ce genre de match, je pense qu'ils élèvent le niveau global de l'équipe. Il y a celui de Barella, le match de Barella, et il y a le match de Lautaro. Quand tu as sur le terrain deux joueurs à ce niveau-là, tu peux jouer contre n'importe qui, tu vas rivaliser avec eux. Parce qu'à eux deux, enfin, je vais prendre cet exemple de eux deux, mais c'est les matchs qu'ils font hier, il y a très très peu de joueurs qui font le même genre de match. Hein. Franchement, hier, j'ai été émerveillé de voir ce genre de match. Je suis content quand je vois un joueur faire ce genre de match. Je suis encore plus content quand il joue dans mon équipe. Et aussi peut-être un petit mot, Nico, sur, comme je viens de l'afficher, les stats défensives de Lautaro. Alors, c'est pas évidemment la première chose qu'on remarquera. Peut-être il y a son but et ses décrochages et tout, mais 8 actions défensives, 2 interceptions, un dégagement de la tête. Ça aussi, c'est un truc, moi, qu'en tout cas, que moi, j'ai jamais renié, que j'ai jamais critiqué chez Lautaro, c'est que même quand, sur le début de saison, c'était moins bon, il a toujours eu cette arme défensive, cette volonté de montrer l'exemple et de défendre. Et au moins, quand il apportait pas avec ballon, au moins, il nous apportait sans ballon quand il venait défendre comme ça, Nico. Et des capitaines, encore plus des attaquants qui font ça, ça se compte sur les doigts d'une seule main sur Oui, le mais football mondial. c'est, allez, pour n'importe qui a fait du foot, même au niveau amateur, quand tu as le capitaine de ton équipe, qui est en plus de ça un joueur offensif, se donne à ce niveau-là, mais comment toi tu veux pas aller à la guerre avec lui? Surtout dans le football actuel où les joueurs offensifs, ils pensent plus à leur stats, ils pensent à leur image, ils s'en foutent de l'équipe, ils sont beaucoup plus individualistes. Mais quand tu as un joueur comme Lautaro
il a un certain statut chez nous maintenant. Tu vois, il est quand même champion du monde, il a la Champions League avec nous, il gagne la Copa América, et il a quand même un certain statut. Et lui, dans le genre de match qu'on a joué hier, il s'est retroussé les manches et il a dit les gars, on va aller à la guerre et je serai le premier à plonger pour vous. Comment tu veux pas aller à la guerre avec ce genre de joueur? Et en plus de ça, il te bonifie tous les ballons offensivement. Ben, tu peux rien lui reprocher. Le match, il est quasi parfait. Et d'ailleurs, c'est ce genre de match qu'on attendait de Lautaro en Ligue des Champions. Voilà, tu me ponds un but contre le Bayern, un but décisif. Voilà, c'est juste ce qu'on demandait. Maintenant, il va falloir compléter avec la saison en statistique, notamment en Serie A. Mais en Ligue des Champions, c'est ce qu'on demandait à Lautaro et c'est pourquoi certains hésitaient de le mettre dans les meilleurs attaquants du monde. Parce qu'il n'y avait pas ce genre de performances et elles n'étaient pas répétées. Là, quart de finale, aller contre le Bayern, tu claques un but. Si tu fais la même au retour et Inter se qualifie, là, je pense qu'il y aura une plus grande considération déjà du public en se disant ah ouais, Lautaro, c'est vrai quand même, joueur, enfin le joueur de gros match, enfin le mec en quart de finale contre le Bayern, enfin en quart de finale contre, j'invente, le Real, Barça, tout ça, il est là, on le voit, il est sur la fiche de stade et on a une image forte de lui. Donc ça aussi, ça permettra de plutôt redorer ou dorer plutôt son blason. Écoute, je vais devoir partir aussi sur. On va rester du côté gauche pour ma part. Je suis obligé de parler du match d'Alessandro Bastoni qui a été élu homme du match hier. Bon, Bastoni, pour ceux qui suivent les podcasts régulièrement, c'est un peu le fil rouge de ce podcast où on en parle très régulièrement. Mais moi, la saison d'Alessandro Bastoni, cette saison-là, c'est quand même quelque chose. Et c'est quand même quelque chose surtout défensivement. Parce que il y a un moment donné, je ne vais pas dire je m'inquiétais, mais je me posais des questions sur le niveau défensif d'Alessandro de Bastoni où je me disais, il n'y a plus de progression. Bon, il fait des centres incroyables, tout ça. Ok, avec ballon, Bastoni, on connaît. Il va pas réinventer la roue. Moins que peut-être qu'un jour, il mettra des buts depuis le milieu, depuis le centre du terrain, depuis le point de coup d'envoi. Euh, Donc, le avec ballon de Bastoni, moi, j'avais mis entre guillemets de côté dans un tiroir. Ok, on connaît ça de Bastoni. Maintenant, quand il n'y a pas le ballon, qu'est-ce qui fait que Bastoni peut se classer parmi les meilleurs défenseurs du monde? Parce que si c'est juste pour faire des passifs comme ça, il pouvait jouer piston et rester à la place, entre guillemets, de Di Marco, ça aurait pu suffire. Et moi, cette saison, elle me conforte, elle me rassure en disant, OK, Bastoni, c'est solide défensivement, c'est vrai. Parce que il y avait une période, je dirais, depuis Liverpool, donc 2022, entre 2022 et le titre du Scudetto, malgré la finale de Ligue des Champions, il n'y avait pas de progression de Bastoni. Ça ne veut pas dire qu'il était mauvais défensivement, ça veut dire que je ne voyais pas une progression défensive par rapport à son âge. Où, donc 2023, il avait 23 ans, si je ne me trompe pas. De ses 23 ans à ses 25 ans, tu te dis, bon, il faut ramener quelque chose. Il faut que défensivement, tu t'améliores, que tu sois meilleur que la saison précédente. Et j'arrivais plus à trouver ça avec Bastoni, où il y avait des ordres de concentration, des cartons jaunes pris bêtement. Euh, et on était obligé un peu de trouver toujours des solutions pour compenser. Là, cette saison-là, et ça s'est commencé, je pense, depuis la fin de la saison dernière d'ailleurs, la saison dernière aussi est très solide défensivement, mais cette saison-là, il y a vraiment quelque chose qui a changé avec Alessandro Bastoni défensivement où c'est vraiment solide et ça joue contre nous, Nico, mais je pense que tu l'as vu passer la stat où Bastoni sort, Inter prend un but, ça s'est enchaîné pendant plusieurs matchs de suite. Bon, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Inter, on va pas non plus aller dans ce cas-là, mais ça veut quand même dire que c'est un joueur décisif pour cette équipe et pour moi, il fait partie de la colonne vertébrale BBL. Bastoni, Barella, Lautaro, c'est la colonne de cette Ouais. équipe. Tu fais ce que tu veux autour, mais tu es obligé de garder ces trois joueurs-là pour construire cette équipe de l'Inter et pour que cette équipe de l'Inter soit performante. Parce que même quand Carlos Augusto prend sa place ou Pisek ou tout, tu vois que c'est pas les mêmes réflexes. Tu vois que même quand Bastoni a été replacé libéraux, j'aime bien Bastoni. Les libéraux, c'est pas fait pour lui. Son poste, c'est central gauche. Allez, tu sais, quand il a dépanné piston gauche, je me suis dit, ah, oh, c'est pas mal. Je le préférais même en piston gauche qu'en libéraux. Libéraux, c'est pas son poste, c'est trop, entre guillemets, scotché dans un rôle. Tu peux pas, bon, tout le monde n'est pas Sergio Ramos. Tu peux pas te permettre d'aller te faire des envolées à la 45e minute pour aller aider et faire un centre depuis le côté gauche. Voilà, ce côté de central gauche, il l'a intégré. Ça s'est intégré dans le système de Simone Inzaghi. C'est devenu
c'est devenu voilà, d'un naturel, d'une facilité, d'une aisance pour lui de pouvoir toujours dédoubler dans cette position. Et encore son match, voilà, on aurait pu le donner à Barella, on aurait pu le donner à Lautaro, l'homme du match, mais clairement aussi que Bastoni l'est, c'est clairement pas un scandale. Donc, Alessandro Bastoni, cette saison-là, c'est quelque chose aussi, Nico. En fait, pour moi, là où il a progressé, c'est dans l'expérience, en fait. Enfin, on ne progresse pas dans l'expérience, mais il a pris de l'expérience et on voit que maintenant, il fait des fautes intelligentes. Il a du vice. Il est plus agressif aussi. C'est tout ce qui lui manquait. Moi aussi, j'ai toujours été un fan de ce joueur parce que moi, je suis amoureux des beaux joueurs, tu vois. Pour moi, l'esthétique dans le foot a une grosse importance. Par exemple, l'Inter, c'est un cas à part parce que c'est mon équipe de cœur, je veux qu'elle gagne. Mais quand je regarde un match hors Inter, je veux voir du beau jeu, je veux voir de belles choses. Et lui, ce joueur-là, il rentrait dans cette case-là où c'était un joueur élégant, impressionnant pour son poste à voir, mais défensivement, il n'était pas tout le temps rassurant. Maintenant, il est toujours aussi fort offensivement, mais défensivement, il est devenu beaucoup plus intelligent. On voit il a passé un cap. J'ai l'impression que les joueurs de l'équipe se comportent différemment avec lui. On voit qu'ils se reposent sur lui. Et je pense que la stat, comme tu disais tout à l'heure, où on encaissait à chaque fois qu'il sortait, c'est pas pour rien. Il n'y a pas un hasard. C'est pas que c'est arrivé une ou deux fois. Non, c'est arrivé une paire de fois. Donc, je pense qu'il a pris enfin du vice et il a enfin, comment je vais dire, le cliché du défenseur italien qui se laisse tomber au bon moment, qui fait la faute au bon moment. Vraiment le vice, et c'est très important, surtout au niveau professionnel, au niveau de l'Inter, où ça se joue sur des détails. Quand hier, il fait la faute, on sait que hier, il ne doit pas prendre de carte jaune, mais il arrive à faire une faute. Ah oui, celle de première mi-temps. Ouais, il Alors le. là, elle est parfaite. Elle coupe directement l'action, mais l'arbitre sait qu'il ne peut pas lui donner un carton jaune sur ça. C'est trop près du but du Bayern, c'est trop tôt dans le match, donc c'est la faute parfaite, entre guillemets. C'est pas agressif, il pose juste la main dans le dos. Et il y a aussi une situation où c'est, je sais plus si c'est Augusto ou Bastoni, où c'est à la limite du penalty parce que il pose la main Ah dans le oui, dos. Bastoni, sur Exact. Olysée. Mais il la joue bien parce que, et d'ailleurs, Olysée ne se plaint pas parce qu'en fait, il sait que, je pense que Olysée s'est dit, il pensait que Bastoni allait, entre guillemets, euh, faire une faute et du coup pousser peut-être trop fort. Enfin, je pense qu'il attendait à un moment donné le penalty et vu que Bastoni la joue très légèrement et que Olysée tombe entre guillemets peut-être par c'est pas une simulation pour moi, c'est plus par réflexe. Il tombe Oui, par réflexe parce que tu as l'impression que c'est un mouvement exagéré, mais non, en fait, c'est juste vraiment, il le touche, il te décale un tout petit peu, mais je peux pas siffler faute sur ça. et ça, il le faisait, Et vraiment, ça il va le dans faisait, ça va dans l'expérience. tu vois, ça, il le faisait pas avant. Et ces deux actions-là, donc l'action qu'il annihile comment, avec la faute sur Olysée à 20 mètres des buts du Bayern et celle qu'on parle maintenant, ça t'empêche peut-être 2 buts, tu vois. Et c'est sur la feuille de stats, tu les vois pas, ça, mais quand tu regardes le match, tu dis, tu as peut-être évité un but. Et ça, c'est la preuve qu'il a pris en maturité et qu'on peut le placer maintenant dans les top défenseurs centraux parce qu'il est ultra complet. Oh, mais clairement, il est dans les meilleurs défenseurs centraux. Et puis il a cet aspect avec et sans ballon. C'est juste entre guillemets, désolé pour s'il y a des fans de ce joueur qui nous écoutent, mais c'est pour avoir des Aymeric Laporte qui certes font des relances incroyables. Ah, moi, les relances d'Aymeric Laporte, pardon, à Manchester City, c'était du grand art et personne ne peut contester. Mais quand face à Tottenham, tu te prenais des transitions par Lucas Moura et que tu n'arrivais pas à les gérer, mon copain, je peux pas te mettre dans les meilleurs défenseurs du monde. Donc Bastoni, il a pu avoir cette pas cet équilibre d'ailleurs, plutôt cette répartition des rôles défensif, défensif. Je suis le meilleur défensivement et je dois être le meilleur aussi offensivement. Pas un équilibre parce que t'es défenseur, tu dois pas être équilibré, tu dois être défenseur et savoir d'abord arrêter le ballon. Et pour le cinquième, bah écoute, sur le cinquième, je vais te laisser choisir le joueur que tu veux pour terminer un petit peu cette séquence avant de passer sur le match retour. Le dernier joueur dont tu aimerais parler, Nico, Ouais, titulaire ou remplaçant d'ailleurs. franchement, je mettrais Sommer. Sommer, il fait aussi encore un gros match. C'est devenu une banalité pour nous. Mais
hier, sur le but, il ne peut vraiment rien faire parce que Müller, il est déjà quasi dans le but au moment de marquer. Mais il fait encore un match ultra rassurant. Balle au pied te permet des relances parfaites. Il te permet aussi de casser le pressing du Bayern quand tu joues derrière lui. Sur les frappes, il est toujours sur la trajectoire. Non, franchement, le match de Sommer, c'est aussi un énorme match. Et comme c'est un gardien, il passe toujours au second plan quand on pense au meilleur gardien dans un match, sauf des cas exceptionnels, comme par exemple PSG-Liverpool, où Alisson fait un match énorme parce que Liverpool se fait rouler dessus. Mais dans le match d'hier, Sommer, sur le taf qu'il a eu à faire, il fait tout, mais parfaitement. Donc, c'est le 5e que je mettrais dans l'équipe d'hier. D'ailleurs, j'étais en train de mettre la séquence. Hop, si on peut juste enlever quand même le son, on va éviter le pirate. Hop, je vais remettre la séquence depuis le début, Nico. Récupération, donc ça c'est le but de Fratesi. Sommer qui arrive à trouver l'espace entre les lignes. Barella qui s'y incruste. Hop, une touche ensuite pour Lautaro, et c'est ce dont on parlait avec Sacha Boey qui était au marquage de Carlos Augusto, qui va faire une erreur en voulant sauter sur Barella beaucoup trop tard. Carlos Augusto qui part, et ensuite Fratesi qui va marquer, donc c'est quand même quelque chose à noter. Donc pareil, voilà, la relance de Sommer, même si Sommer, il y a toujours, moi, ce côté, entre guillemets, il fait toujours un tout petit peu peur quand même au ballon au pied quand même. Tu vois, il a toujours un peu cette. Alors je sais pas si c'est la gestuelle ou si c'est autre chose, mais t'as pas l'impression qu'il maîtrise toujours ce qu'il veut faire ballon au pied, Nico. Alors je sais pas si c'est une impression personnelle ou si tu la partages aussi. Tu vois, alors je dis pas qu'il n'est pas serein balle au pied, mais tu sens des fois que ça joue toujours à la demi-seconde près pour éviter que le ballon rentre directement dans ses buts parce que l'adversaire le compte. Tu vois. En fait, au début, quand il était chez nous, j'avais une petite crainte, mais je l'ai tellement vu 2 fois le faire que je me suis dit, il maîtrise son geste. En fait, c'est sa façon de bouger. Tu vois, un peu comme quand avant on avait Brozovic. Brozovic, ce côté un peu, des fois, désarticulé sur certaines situations. Tu avais l'impression qu'il jouait, des fois, il driblait en perdant le ballon, mais en fait, il ne perdait pas le ballon. Et ouais, je pense que c'est une impression visuelle, mais il maîtrise le ballon balle au pied. Ou franchement, passer après Onana qui avait une main à la place du pied parce qu'il faisait des relances de fou, il a réussi à garder un niveau très très élevé de relance. Non, franchement, à ce niveau-là, c'est du très très haut niveau. Et je suis même triste qu'il arrive aussi tard chez nous. Parce qu'il a un niveau, c'est dommage qu'il soit, on va dire, entre guillemets, aussi vieux. Ah ouais, j'ai la même réflexion pour pas mal de joueurs, hein. Tu te dis, un Mkhitaryan, ça aurait pas été dégueulasse de l'avoir chez nous. Darmian, moi aussi, j'aimerais bien qu'il rajeunisse un petit peu. Donc c'est vrai que ça fait partie un petit peu. Acerbi, s'il pouvait perdre 3-4 années, on n'aurait pas été contre. Donc c'est vrai que ça fait partie de cette liste de joueurs. Je pense de toute façon sur les individualités, on était quand même plutôt complet. Question du coup sur le match retour, l'Inter mène 2-1. Retour à Giuseppe Meazza. Denzel Dumfries pourrait revenir. On va plus mettre le conditionnel quand même parce qu'on ne sait jamais maintenant avec les blessures. Normalement, si je ne me trompe pas, on n'a perdu personne sur carton jaune. Donc normalement, tout le monde sera là au retour, Nico. Quelle composition d'équipe t'attends pour ce match retour et quelle physionomie t'attends pour ce match retour? Moi, je pense que Dumfries et Di Marco, ce sera peut-être un peu court physiquement. Mais parce que là, on va jouer, si je ne me trompe pas, Cagliari ce week-end-ci. Et après, c'est directement le match retour. Si ce week-end-ci, Di Marco et Dumfries montrent qu'ils ont encore un peu de jus, de capacité à jouer, je les mettrai dès le début parce que je pense que le Bayern, et c'est un peu logique ce que je veux dire, mais va devoir se découvrir parce que quand tu démarres le match avec un but de retard, tu n'as pas le choix d'attaquer. Et et en même temps, est-ce que Inzaghi va pas vouloir, même s'il a quasi jamais fait cette saison, un peu récompenser les joueurs du match aller, garder le même 11. Moi personnellement, comme je dis, pour pas me répéter, mais si Di Marco et Dumfries sont fit, je les mets.
parce qu'on va avoir beaucoup de situations, et je pense encore plus que le match d'hier, de possibilités de transition, et il faudra les tuer et pas faire comme contre l'Atlético où ça a été un cauchemar pour moi, et j'en fais encore des cauchemars. Je vais encore le rater d'Arnautovic. Je vois encore d'autres situations où on doit tuer l'Atlético. Je n'ai pas envie de revivre le même match. Je ne pense pas, parce que tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais le Bayern ne va pas récupérer de joueurs importants. Défensivement, il récupère personne. Neuer, Davies, Upamecano, non. Musiala, évidemment, non. Coman, il était déjà en doute contre Augsbourg. Il n'a pas joué, du coup. Enfin, il n'a même pas été sur la feuille de match. Vu qu'il était en doute contre Augsbourg et que je pense qu'ils n'ont pas voulu prendre de risques, peut-être qu'il pourrait être sur la feuille de match contre l'Inter. Et Coman, c'est quand même aussi une pièce importante. Après, sur les autres pièces, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, il n'y a pas de. Après, ça dépend de la composition que va aligner compagnie, mais défensivement, il va devoir faire avec les moyens du bord parce qu'en tout cas, les trois, Upamecano, Neuer, Davies et Musiala avec le quatrième, eux ne seront pas revenus. Ouais, donc c'est pour ça, pour moi, si on peut même faire jouer une mi-temps Dumfries et Di Marco, parce que même si hier, Augusto fait un très bon match, Darmian fait un bon match, tu as beaucoup plus d'assurance avec Di Marco et Dumfries et beaucoup plus de qualité offensive. Et dans un match qui sera sûrement plus ouvert que le match d'hier, il va être beaucoup trop important. Donc, ouais, si ça dépend de leur état de forme ce week-end. D'ailleurs, Darmian qui va très certainement goûter au banc contre Cagliari, parce que Inzaghi a dit, hein, c'est son quatrième match titulaire en revenant déjà de blessure. Donc, c'est le problème quand les joueurs reviennent de blessure, c'est que vu que l'effectif est un peu court, il faut qu'ils enchaînent immédiatement. Donc, je pense que Zalewski jouera ce match contre Cagliari. Carlos Augusto, vu que Di Marco avait joué avant, je pense qu'il pourrait le faire commencer dès le début, peut-être faire tourner. Et puis il faudra voir un peu contre Cagliari s'il y aura une rotation. On termine les quelques dernières minutes qu'il nous reste, Nico, pour parler un petit peu de Serie A. On parlait justement, on va remettre un petit peu le calendrier aussi pour nos auditeurs, enfin pour nos suiveurs déjà sur YouTube, parce que nos auditeurs sur Spotify ne pourront pas le voir. Tac, on va le remettre. Le calendrier qui attend l'Inter. Hop, Cagliari. Ensuite, ça sera le Bayern Munich, Bologne, le Milan et la Roma pour terminer ce mois d'avril. Comment tu le vois un peu cette course au Scudetto aussi qui continue de se poursuivre? L'Inter, on va mettre en même temps le classement. Et pas 3 points du Napoli. Prochain match contre Empoli à domicile pour les Azzurri, tandis que l'Inter recevra Cagliari. La course au Scudetto, qu'est-ce que tu en penses, Nico? On est encore engagé en Coppa Italia, on est encore engagé en Ligue des Champions, on est encore engagé dans la course au Scudetto. On n'a pas encore commencé le mondial des clubs. Ça fait beaucoup d'objectifs, beaucoup de lapins à courir et peu de temps de récupération. Ben, déjà, notre calendrier me fait peur. Et quand je vois que Naples n'a plus de gros matchs, je pense qu'ils n'ont plus aucun club du top 7 à jouer. Ils sont clairement favoris pour la course au titre en fin de saison. En fait, je pense que tout va se décider ici au mois d'avril. Si on arrive à s'en sortir de ce mois d'avril sans perdre de points, ou si on perd des points, il faut espérer que Naples fasse encore des faux pas. Mais tout va se décider ce mois-ci parce qu'on affronte quand même Rome, on a Bologne. Bologne, on a vu quand même la qualité encore ce week-end contre Naples. C'est toujours des matchs entre guillemets pièges. En plus, nous, on a toujours le très très mauvais souvenir du match contre Bologne où on perd le titre. Le match où Radou passe à côté. Donc, non, ça va être chaud. Et en plus, on n'a pas une profondeur de banc énorme. On a quand même des petites blessures par-ci, par-là. L'enchaînement de matchs, 3 jours de repos maximum entre les matchs. Inzaghi gère les turnovers quasi à la perfection. Franchement, c'est vraiment cette saison-ci, j'arrive pas à me projeter. J'essaie de voir au match le match parce que je pense que se projeter, c'est un casse-tête et c'est plus stressant qu'autre chose. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai mis le calendrier de Naples ici. C'est vrai que Naples, après, Naples peut perdre des points contre le Torino. Moi, ce déplacement aussi contre Parme,
contre Lecce, ça peut perdre des points. Franchement, cette équipe du Napoli, au début, tu dis qu'elle peut perdre contre personne, et puis tu vois un match nul contre Venise, et puis tu vois des points perdus par-ci par-là un peu bêtement et inhabituels pour une équipe de Conte. Bon, au-delà de Monza, où je pense quand même qu'ils vont quand même faire le boulot, je pense, contre Monza. En tout cas, enfin, c'est pas que j'espère, mais si tu perds quand même contre Monza, vu ce qui se passe à Monza depuis quelques semaines, c'est que c'est compliqué. Mais tu vois, un match contre le Torino qui va arriver en week-end. Le Torino, c'est toujours difficile à manœuvrer. Parme à l'extérieur, je pense qu'on a pu goûter, on a compris que c'était pas facile aussi. Donc franchement, ce Napoli peut perdre des points partout. Le problème, c'est que l'Inter peut aussi perdre des points un peu partout. On l'a vu contre Parme, on l'a vu contre Parme le week-end dernier, donc ça va être une course au titre. Mais c'est, ce match contre Parme me chagrine beaucoup parce que avoir ces 5 points d'avance aurait vraiment pas fait de mal. On a 3 points d'avance, voilà, ça fait entre guillemets une possibilité de se tromper, mais ces 5 points d'avance auraient fait beaucoup, beaucoup de bien côté Inter parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui aurait pu un peu nous conforter, surtout avec toute cette lutte sur tous les tableaux. Nico, merci pour le podcast, merci pour ton analyse et ta pertinence. Merci à toi, merci de l'invitation. Et ben nous, on se retrouve très certainement la semaine prochaine pour débriefer, on espère, la qualification contre le Bayern Munich. Du coup, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao à tous.